comme prévu. Alors bonsoir, ce soir donc je vous parle de la deuxième partie de La femme au temps des cathédrales, un livre écrit par Régine Pernoud. Régine Pernoud est une femme du XXe morte en 1998. Elle a étudié le bourgeois dans la société et la place de la femme dans la société. Elle a observé que plus la bourgeoisie prend du pouvoir, plus la place de la femme décroît au fil des siècles. Elle rappelle que si l'analyse des faits est contestable, les faits, eux, sont incontestables. Dans la première partie de son livre, on parle de la place de la femme de l'Antiquité jusqu'au Xe siècle à peu près. On a vu que la place de la femme se développe avec l'expansion du christianisme, qui instaure que la femme est l'égale de l'homme. Elle est l'égale de l'homme au titre qu'elle est une créature de Dieu. Et c'est bien la seule fois où on peut dire que la femme est un homme comme les autres. La femme est l'égale de l'homme, ce qui est nouveau dans la société. Et sa place s'accroît au fur et à mesure que la chrétienté s'installe. Avec la chrétienté, on voit naître une nouvelle figure dont on a parlé, la figure de la religieuse, et la religieuse qui occupe des lieux comme les monastères, qui deviennent des lieux d'instruction. Et donc maintenant, avec cette deuxième partie, on arrive au Xe, XIe, XIIe et XIIIe siècle essentiellement. Et pour poser le décor, ces siècles-là sont des siècles de prospérité matérielle et spirituelle. Alors la chrétienté a amené un concept, le nouveau concept, qui est de dominer la terre. Et pour dominer la terre, les hommes laissent tomber leurs superstitions et leurs croyances animistes, par exemple vis-à-vis d'une terre, d'un univers qui peut les effrayer. Donc ils laissent tomber tout ça pour arriver à le dominer. On a vu dans la première partie que l'esclavage a été aboli. Donc il faut également trouver des nouveaux systèmes pour travailler, parce qu'il n'y a plus d'esclaves. Voilà. Et arrive avec la chrétienté un nouveau bâtiment, un nouveau lieu, qui est l'église. Et l'église est un lieu pour tous les fidèles. Et par exemple, les temples romains étaient des lieux réservés aux prêtres. Voilà. Et l'église est un lieu qui est pour tout le monde, le lieu de Dieu pour tout le monde. Et les hommes aiment mettre en scène leur savoir-faire pour construire ce nouveau bâtiment, pour construire ce lieu. Et lorsque les hommes se regroupent quelque part, lorsqu'ils s'établissent à un endroit, ils aiment construire une église. Et typiquement, en France, on a des quantités d'églises ou bien de vestiges d'églises qui datent du 11, 12, 13e siècle et qui sont souvent construits dans des lieux que l'on considère, même aujourd'hui, inaccessibles. On se dit, tiens, mais quelle idée d'avoir construit une église à cet endroit-là. Et bien ça, c'est bien la preuve, d'une expansion technique, technologique et matérielle de cette époque. À cette époque, la France est rurale. Et la France est rurale, voilà. On construit des châteaux et des abbayes, et les villages s'agglomèrent autour. Ces châteaux, ces abbayes sont construits sur à des carrefours ou au confluent de rivières, sur des lieux précis. La ville n'existe pas encore. La ville telle qu'on la conçoit nous aujourd'hui, il faut se remettre au XIe, XIIe siècle. Les villes n'existent pas telles qu'on les imagine. Elles ont des jardins, elles ont des écuries. La ruralité est toujours proche. Et c'est au XVIe siècle qu'on arrêtera de construire des nouvelles villes pour simplement agrandir celles qui existent déjà. Et Régine Pernoud souligne que la création des villes cesse quand on commence à détruire les châteaux. Et c'est l'expansion des châteaux et des abbayes, à la même époque que l'expansion de la chrétienté, qui fait avancer le monde et qui provoque cette prospérité matérielle et spirituelle. Au XIIe siècle, la France est saupoudrée de petits villages. La chrétienté continue de se développer. Alors, l'âge féodal se vit sur un fond de prospérité matérielle et spirituelle, je l'ai déjà dit. On parle de châteaux et d'abbayes. Et puisque je vous parle d'abbayes, entrons alors dans l'abbaye de Fontevraud, qui est le meilleur vestige, témoin des progrès techniques dont je vous parlais, qui améliorent la vie quotidienne, avec notamment la cuisine de ce monastère. Alors les cuisines,
on faisait déjà du feu pour faire, enfin, on savait faire du feu pour faire la cuisine, pour se réchauffer, mais c'était un foyer qui était ouvert, d'accord. Et au XIe siècle, on crée le conduit de cheminée. Et le conduit de cheminée va permettre d'installer la cuisine au cœur de la maison. Et donc, la femme qui veille sur la cuisine devient donc la femme au foyer. Et c'est ça, être la femme au foyer, c'est celle qui est responsable du feu, du foyer et de la cuisine. Et la cuisine entre dans la maison et devient ainsi la pièce à vivre, le lieu de vie par excellence, l'endroit où on peut donc cuisiner, se réchauffer, picoter, décortiquer des noix et tout ça. Et la femme au foyer, la femme devient prend la place de la domina, celle qui domine, et donc elle règne sur ce lieu. Donc moi je trouve ça génial de savoir que femme au foyer, ça apparaît au XIe siècle grâce au conduit de cheminée qui installe la pièce à vivre, la pièce de vie à l'intérieur de la maison et qu'elle est tenue par une femme. Je vous parlais d'amélioration technologique. On a donc le conduit de cheminée. On a également le moulin à eau, donc le moulin qui permet de moudre et de moudre, alors notamment le blé qui servira à faire du pain. Maintenant que les femmes n'ont plus à moudre elles-mêmes, mais elles se retrouvaient devant le moulin, et ben elles peuvent discuter. Elles discutent devant les moulins, ça devient un carrefour. Et comme on a découvert cet outil de force, en fait, donc on moud des grains, mais on arrive à faire plein de choses avec du métal et d'autres objets. On s'économise à nouveau d'autres matériaux. Comme autre amélioration technologique, on a l'attelage du cheval. Les chevaux étaient attelés, mais par la bouche ou par la tête. En fait, toute la force était dans leur bouche ou dans leur tête. Et l'attelage du cheval évolue au XIe siècle avec le collier qui se glisse autour de l'encolure et qui fait donc que le cheval porte désormais sur les épaules. Il devient 10 fois plus efficace qu'un bœuf et l'homme devient conducteur de force. Voilà, il s'économise à nouveau. Alors là, Régine Pernoud souligne que donc elle c'est une femme du XXe, nous sommes au XXIe, ça n'a pas tellement changé. Il y a encore des civilisations, des sociétés qui utilisent leurs propres femmes comme bec de somme, objet de charrue, etc. Au XIe, on avait quand même déjà trouvé l'attelage du cheval pour s'économiser les travaux de labour. Comme autre avancée, on a la vitre qui laisse passer le verre de vitre, qui laisse passer la lumière à l'intérieur des maisons, qui amène de la clarté. On a également le miroir dans lequel se regarder, qui remplace le métal poli, et le fameux bouton et sa boutonnière qui remplace les lanières. Voilà. Tout ceci donc appartient aux évolutions de la vie quotidienne. Comme on est à Fontevraud, on va rester là un petit peu. C'est l'emblème de la France féodale. Fontevraud, c'est un monastère qui a été construit à la fin du XIe siècle, en 1096, par Robert d'Abricel. Robert d'Abricel a fondé cet ordre. Il était appuyé par Urbain II. Donc Urbain II, c'est le pape de la première croisade. C'est un pape que vous connaissez bien. Et ces deux hommes se comprenaient bien et voulaient un peuple, un monde ordonné au service du Christ. En ce sens, ils étaient un petit peu réformateurs. C'est comme ça qu'elle le dit, de l'évolution de la chrétienté à cette époque-là. Robert d'Abricel est fils de prêtre, et donc lui, il est réformateur au sens où il s'oppose au mariage des prêtres, par exemple. Il s'oppose à d'autres choses. Et il voulait une vie au service du Christ. Il a donc voulu se retirer, vivre en ermite. Et donc, il lui est arrivé ce qui arrive souvent quand on décide de prendre la tangente pour une vie meilleure. Il a été rejoint par quantité de fidèles. Et à force d'être rejoint par des fidèles et des disciples, il a fini par fonder le monastère de l'ordre de Fontevraud. Ce monastère est fait pour les hommes et pour les femmes. Il est construit en 2 bâtiments où les hommes et les femmes, les moines et les moniales ne se croisent absolument jamais, sinon pour la messe. Et même lorsqu'une moniale meurt, ses sœurs l'amènent dans l'église
où un prêtre la rejoint pour lui donner les derniers sacrements. Et ce Robert d'Abrissel avait décidé que son ordre serait dirigé par une femme, et que cet ordre d'hommes et de femmes serait dirigé par une abbesse. Une abbesse a la particularité d'être non vierge, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit une veuve qui ait déjà connu la vie maritale. Et pour lui, il voyait le service des moines soumis donc à cette abbesse comme Jean-Baptiste était au service de la Vierge Marie après que le Christ sur la croix lui ait dit « Voici ta mère ». Et alors tout ceci participe de ce qui s'appelle l'amour courtois, qui date du début du féodal, dont je ne vous parlerai pas, parce que sinon on y sera encore demain. Et l'amour courtois, en fait, est un amour platonique et admiratif d'un homme pour une dame. Et toute cette éducation de l'amour courtois a tiré les hommes vers le haut. Et je pense qu'il serait intéressant, par exemple, que l'un de vous saisisse de ce sujet de l'amour courtois à l'époque féodale pour nous en parler. Et donc cet amour courtois inspire également les hommes d'église et toute l'église. Voilà. 50 ans à peine après la validation de l'ordre de Favrot par Urbain II, on recense 5000 membres. 5000 membres pour ce qu'était la France à l'époque et une petite partie de l'Angleterre. C'est absolument gigantesque. Aujourd'hui, il y a des congrégations religieuses qui, sur toute la planète, ne sont même pas à 5000 moines et moniales. C'est gigantesque. Donc Fontevraud a bénéficié d'un essor absolument gigantesque et de nombreuses conversions. Et c'était presque même un lieu un peu risqué, en fait, où les gens avaient vraiment peur d'être convertis en s'approchant. Enfin, pas peur, c'est pas le mot, mais voilà, il s'est passé énormément de choses à Fontevraud. Je vous disais dans la première partie, je vous disais que les têtes couronnées, leurs familles et assimilées, veillaient sur les ordres religieux, les abbayes, veillaient à leur fonctionnement, veillaient à donner de l'argent, et puis allaient souvent y dormir, des haltes de voyage, ils allaient s'y recueillir. Eh bien, avec Fontevraud, ça continue, et les femmes, facilement, après leur veuvage, prennent le voile et s'installent à Fontevraud. Et les grands du royaume ont toujours veillé sur ce monastère. Je vous disais que ce monastère a toujours été dirigé par à l'époque, on pouvait être veuve à 22 ans, se retrouver à diriger un ordre de 5000 membres à 25 ans, 26 ans, c'est pas mal. Et donc, c'est l'occasion de vous parler du mariage. Alors, le mariage, en Gaule, à l'époque, on a les Francs, les Burgonds et les Visigoths qui commencent à cohabiter. Et en fait, il y a des points communs dans ces trois sociétés, pour qui la structure essentielle de la société reste la famille. Et la famille, c'est les liens du sang. Et la stabilité du groupe familial est due au sang même de l'individu. Le principe chrétien qui vient s'ajouter à ça, c'est la permanence. Donc, c'est le caractère indissoluble de l'union de l'homme et de la femme dans une égalité totale et réciproque. Alors, souvenez-vous, l'égalité entre l'homme et la femme est apparue il y a peu avec donc, la Bible et le christianisme. Une égalité totale et réciproque. Je vais vous lire un tout petit passage qui dit ce n'est pas la volonté d'habiter ensemble ni d'avoir des relations charnelles qui est cause efficiente du mariage, c'est la volonté plus générale d'établir l'association conjugale. Et cette association comprend bien des choses, la cohabitation, les relations charnelles, les services mutuels et le pouvoir de chaque époux sur le corps de l'autre. Et c'est ce qui fonde le mariage, l'association conjugale. Pour la chrétienté, la famille considère autant le bien de chacune des personnes qui la composent que le bien de l'ensemble du groupe. Autrefois, c'était le père qui décidait pour sa fille et pour la famille. C'est ce qu'on appelait le patria potestas. Le risque désormais dans le mariage chrétien, c'est le poids du groupe familial. Et donc, afin de garantir le libre consentement des futurs époux à l'union conjugale, l'Église se préoccupe
lorsqu'elle instaure le mariage, enfin dans ces premiers siècles-là, l'Église se préoccupe bien plus de l'inceste que du divorce. Et alors l'inceste, il faut le remettre dans le contexte de l'époque. L'inceste, c'est donc l'union entre des membres d'une même famille à des degrés bien plus larges que simplement le père, l'enfant, l'oncle et la nièce, beaucoup plus large. La famille, c'est donc tous ceux qui sont qui ont le même lien de sang. Et donc, le tabou d'inceste s'étend, mais a pu s'étendre jusqu'au 11e degré de cousinade. C'est allé très très loin. Ce que voulait l'Église, c'était forcer à l'exogamie afin d'étendre les liens de solidarité entre les membres d'une même famille, puisque voilà, puisqu'on est du même sang, la solidarité s'étend grâce à l'exogamie, et puis protéger des lois naturelles, c'est-à-dire protéger du risque de consanguinité. Parce qu'il faut se rappeler que la France, ça n'était pas que des grandes familles et des têtes couronnées, c'était aussi des tout petits villages et des lieux et des hameaux, notamment en montagne, où on pouvait vivre reclus durant l'hiver, juste dans l'entre-soi. Et donc, il fallait protéger chacun. Alors, on connaît quand même à cette époque les promesses de fiançailles, depuis les petits-enfants, les bébés, les petits-enfants qui sont promis en mariage. Ça, Régine Pernoud rappelle que c'était pour garantir une forme de paix sociale entre des familles, garantir un lien, une promesse d'entente, mais que ces promesses de mariage n'aboutissaient pas forcément. Et pour ce qui est des mariages arrangés, et ben en fait, ça a probablement subsisté et existé, mais en tout cas, ça ne concernait pas la majorité des Français. Les petites familles, il n'y avait pas de mariage arrangé. Et le basculement de la société à cette époque-là faisait que chacun étant libre de choisir son époux. En fait, faut pas trop fantasmer non plus. Voilà, il n'y avait pas vraiment de mariage. Voilà, elle dit que ça ne concernait pas l'ensemble, la majorité de la société. Le revers de la médaille d'avoir instauré un tabou sur plusieurs degrés de relations familiales, le revers de la médaille, c'est le divorce déguisé. Voilà. Et c'est au milieu du XIIe siècle, à peu près, que l'Église va commencer à s'intéresser au problème du divorce. Mais en fait, on pouvait facilement invoquer le fait d'être cousin pour dénoncer un mariage qui du coup serait nul. Et c'est exactement ce qu'a fait Aliénor d'Aquitaine à une certaine époque, j'en parle juste après. Pour résumer le décor, on est donc dans un essor matériel et spirituel. La femme est maître foyer, elle est l'égale de l'homme. Lorsqu'elle se marie, par exemple, elle garde son nom et ses possessions. Je ne sais pas quand la femme a pris le nom de son époux, mais pendant longtemps, elle conservait son nom et ses possessions. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais il n'y a pas à cette époque-là de métiers interdits aux femmes. On les voit partout, y compris dans la métallurgie. Il y a juste des métiers plus naturellement indiqués pour les femmes et d'autres plus naturellement indiqués pour les hommes. Un métier, cependant, demeure peut-être interdit, c'est celui de la tapisserie, qui oblige à avoir les bras levés et tendus. Et la position des bras levés et tendus, longtemps, est une position dangereuse pour les femmes enceintes. C'est la raison pour laquelle il semblerait que les femmes ne puissent pas travailler dans certains postes de la tapisserie. On sait que la femme est libre de son mariage. Et donc, en gros, on peut se dire qu'à l'époque féodale, la femme a une place prépondérante dans la société. Si elle est libre de son mariage, maître du foyer et propriétaire de ses possessions, elle a quand même une place prépondérante dans la société. Je vous parlais tout à l'heure d'Aliénor d'Aquitaine, qui est que vous aimez énormément. Blabla a failli mettre une horrible illustration d'elle ce soir. Mais Aliénor donc a été mariée pendant 15 ans au roi de France et ensuite elle a invoqué leurs liens de parenté, des liens réels, mais à des degrés gigantesques, pour pouvoir se séparer de son époux. Et elle est épousée l'élu de son cœur, qui allait devenir un an plus tard, mais semble-t-il on l'ignorait à l'époque, roi d'Angleterre. Et donc c'est le 19 décembre 1954
que Aliénor reçoit la couronne d'Angleterre. Et je voulais vous parler un petit peu d'Aliénor de façon à pouvoir, à travers la figure de cette femme, voir le degré d'indépendance liberté des femmes de l'époque. Voilà. Alors, donc, elle a 30 ans quand elle épouse Henri Plantagenet. Elle vient de quitter son premier mari. Le premier voyage du couple, du nouveau couple d'Angleterre, après leur mariage, est pour Fontevraud. Ils partent à Fontevraud. Il se trouve que l'abbesse responsable de Fontevraud à l'époque est la tante du roi Henri, et elle s'appelle Mathilde. Et j'aurais pu vous parler de Mathilde pendant une grosse partie de la soirée, mais non, ce sera pour une autre fois. Et Aliénor salue sa tante avec tendresse et respect, en l'appelant Anita Mea. Et donc les deux femmes, du coup, s'apprécient. Alors, je voulais vous lire ce qu'elle dit, ce que dit Aliénor. Parce que je trouvais que c'était un très beau texte, et vous avez besoin d'entendre des beaux textes au sujet d'Aliénor. Après avoir été séparée de mon seigneur Louis, très illustre roi des Francs, pour cause de parenté, et avoir été unie en mariage à mon seigneur Henri, très noble consul des Angevins, poussé par une divine inspiration, j'ai souhaité rendre visite à l'assemblée des Saintes Vierges de Fontevraud. Et ce que j'avais dans l'esprit, avec l'aide de la grâce de Dieu, j'ai pu l'accomplir. Je suis donc venue, conduite par Dieu, à Fontevraud, et j'ai franchi le seuil du chapitre de ces vierges. Et là, le cœur ému, j'ai approuvé, concédé et confirmé tout ce que mon père et mes ancêtres avaient donné à Dieu et à l'église de Fontevraud, et principalement cette aumône de 500 sous de monnaie poitevine, comme monseigneur le roi des Francs. Alors mon époux et moi-même l'avions donné, selon ce que ses écrits et les miens l'ont décrit et montré. Et donc, à travers ce texte, on voit Aliénor qui rappelle la tradition qui unit Sali à ce monastère. Donc, peut-être que vous le savez, je l'ignore, Guillaume IX, à l'époque roi, à l'époque de la création de Fontevraud, a également, donné des terres à cette abbaye. Et puis lui aussi s'est quelque peu converti dans ses écrits. Il avait une vie assez dissolue. Il se moquait des clercs et des moines et des moniales et de l'Église. Et puis en voyant l'attachement des femmes qui l'entouraient, enfin donc sa femme et sa fille pour Fontevraud, il a calmé ses écrits. Et alors, il n'est pas écrit qu'il y a eu une conversion, mais enfin toujours est-il qu'il a changé son regard sur l'Église et sur l'intérêt de Fontevraud. Aliénor y revient et elle confirme une donation qu'elle a fait. Et alors, elle le fait avec beaucoup, dirons-nous, d'émotion et de respect. Et apparemment, confirmer une dotation, c'est assez banal et courant à cette époque-là. Et Aliénor va énormément le faire. Elle confirme une dotation qui a été faite par elle et son époux. Il n'est plus son époux. Elle fera d'autres dotations en son nom propre et au nom de son nouvel époux. Et toujours, elles sont confirmées par derrière. Donc, Aliénor aura 8 enfants avec son nouveau mari. Ils vont carrément mourir. Elle sera une administrative infatigable de ses domaines personnels et du royaume tout entier. Et alors, Régine Pernoud dit s'appuyer sur des documents peu connus du public, des originaux ou des copies de ce qu'on appelle les chartes d'Aliénor, c'est-à-dire des écrits, des actes de donation qu'elle fait, et en particulier à Fontevraud. Alors, de ces donations, Aliénor pouvait soit assurer une rente, c'est-à-dire assurer une rente, renouvelée sur une certaine durée, ou sur une durée permanente. Voilà. Et elle pouvait également avoir des donations ponctuelles, qui peuvent sembler modestes, mais qui, de toute façon, sont indispensables. Par exemple, comme permettre à l'abbaye d'acheter des harengs au port de Dieppe pour la fête de la Saint-Michel. Voilà, ça c'est une donation ponctuelle, ça coûte pas très cher et c'était indispensable. Elle accorde à un monastère le droit de foire. Voilà, elle concède aux religieuses le droit de foire. Elle accorde des franchises pour les fournils de pain.
elle accorde des vignes, elle permet le prélèvement de certains impôts et puis elle demande à ses vassaux d'en faire autant, en fait. Et c'est comme ça c'est un rapport qu'elle a. Enfin, plusieurs fois, on la voit demander à Salle, bon, bah, en échange, vous allez vous engager à commettre tel acte pour tel monastère de l'ordre de Fontevraud. Et elle va plus loin puisqu'en, excusez-moi, au milieu du XIIe siècle, donc elle installe également un monastère de l'ordre de Fontevraud en Angleterre. Et donc, si elle a le temps de s'occuper autant de Fontevraud en France, c'est parce que son mari l'a éloignée de la cour un certain temps, puisqu'il la trompe ouvertement avec la belle Rosemonde. Paraît-il qu'elle est belle. Le 6 janvier 1170 se signent les accords de Montmirail, entre le roi de France et le roi d'Angleterre, où le roi d'Angleterre se reconnaît sujet et vassal du roi de France pour toutes ses possessions sur le continent. Aliénor était absente lors de la signature et elle a pris sa revanche, une revanche politique, en instaurant solennellement comme duc d'Aquitaine et comte de Poitou son fils Richard. Richard, cœur de lion. Et alors, cette décision s'accompagne évidemment, et quand on parle d'Aliénor, on a envie de dire évidemment, d'une donation de terre à l'abbaye de Fontevraud. Voilà, une donation de terre et d'autres libéralités auxquelles elle associe son époux qui l'écarte et qui ne démente pas ces donations. On voit ainsi l'autonomie et la place de la reine et son pouvoir, puisque même écartée, enfin voilà, elle prend des décisions, elle n'est pas démentie, et voilà. Alors, je passe vite, hein. Ensuite, il y a une période de révolte contre Henri Plantagenet. Elle est arrêtée, elle est mise sous étroite surveillance pendant une dizaine d'années, et elle ne reparaît à la cour que pour Noël 1184. Elle reparaît à la cour à côté de son époux et elle reprend ses donations à Fontevraud. Et ces donations sont à nouveau et toujours confirmées par son mari. Alors ensuite, le roi meurt, puis Richard est fait prisonnier. On sait qu'Aliénor écrit au pape Célestin III parce qu'il ne réagit pas, il ne fait rien. Elle lui écrit une lettre restée connue. Et elle finit par porter elle-même la rançon exigée à l'empereur pour récupérer son fils. Bon, lorsqu'elle récupère son fils, elle estime qu'il n'a plus besoin d'elle pour administrer le royaume, et elle veut se retirer à Fontevraud. Elle est veuve, elle est prête à prendre le voile. Voilà. Mais Richard meurt. Voilà. Et en fait, elle va voir mourir quasiment tous ses enfants. Et donc, depuis Fontevraud, elle continue ses dotations. Elle demande à ses vassaux d'en faire autant, notamment, par exemple, pour les robes des religieuses. Voilà, il y a un, il a plus qu'à verser une rente pour assurer les robes des religieuses. Et ce qu'il faut noter avec cette figure d'Aliénor d'Aquitaine, c'est le don. Le don. Voilà, on a une reine qui, sans arrêt, donne à Fontevraud. Et à cette époque, on donne aux œuvres de l'Église, et on sait que petit à petit, la société change et que le don se transforme en quête du gain. Voilà, quelque chose a changé, on le verra dans une autre partie, voilà. Et on passe du don au gain. À l'évidence, la reine dispose seule de ses biens personnels et de tous ses biens. Et cela sous-entend une administration autonome autour d'elle. Elle a des secrétaires, elle a son propre sceau, elle a toute une administration autonome autour d'elle et on ne la lui enlève pas. On est au XIIe siècle et cette reine semble plus libre que nos reines du XVIIe, XVIIIe et XIXe. Et alors, je m'apprête à conclure. Je vous parlais d'Aliénor. Il y a une autre Aliénor que je ne connaissais pas. Et donc, je me disais que je pouvais conclure en parlant de cette autre Aliénor, qui est, attention, qui est Aliénor de Castille, qui est la fille d'Aliénor d'Aquitaine. Elle est la femme d'Henri III et elle est reine d'Angleterre, elle aussi. Et donc, elle est morte en 1290 et à cette occasion, son époux a fait ériger une croix dans tous les lieux où elle avait séjourné. Et apparemment, Aliénor de Castille était une très grande reine, pieuse, miséricordieuse et aimée de tous les Anglais. Et c'est ainsi que la croix de la chère reine
a donné le nom de la gare de Londres, Charing Cross. Voilà, la croix de la chère reine, et comme ils le disent à l'anglaise, ça fait Charing Cross. Et voilà. Donc c'est ainsi que je voulais vous parler de la place des femmes au temps des cathédrales à l'époque féodale, pour vous dire que la chrétienté a permis un essor matériel et spirituel. Ça, je l'ai bien redit, a permis l'essor de la place de la femme, qui du coup prend une véritable place dans le foyer, dans la famille et donc dans la société tout entière, dans tous les métiers, et que à l'image de ces comment ça s'appelle, à l'image de ces têtes couronnées, on a presque l'impression que la femme, ces femmes de cette époque moyenâgeuse qu'on nous a toujours cachées, étaient bien plus indépendantes, autonomes et libres, avaient moins de combats féministes, comme on a envie de dire, que ceux qu'on a connus par la suite et ceux que l'on voudrait nous faire croire qu'il faut mener encore aujourd'hui. Voilà, c'était ma petite conclusion.